C'est un reproche qu'on me fait bien souvent d'être sceptique vis-à-vis de la publicité. Il y a un peu de vrai. L'erreur de bien des gens de ce métier est de ne pas se préoccuper de chiffres comme le font les industriels de tous bords. Les chiffres, je les adore et je leur pose beaucoup de questions. Ils me répondent toujours avec obligeance. Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu pour la sortie d'un film un battage publicitaire qui a beaucoup impressionné d'aucuns. Mais les chiffres nous apprennent que ce film a rapporté exactement en tout et pour tout ce qu'a coûté sa publicité. Où est l'avantage ? Le producteur s'est-il offert pour tout cet argent le plaisir de voir son nom si bien étalé ? Je le crois. Dans l'exigence de beaucoup de gens, de cinéma, de toutes les catégories concernant la publicité, le but inavoué, et sans doute inconscient, n'est pas tant de voir marcher le film que de lire leur nom sur les murs de leur ville. C'est tellement vrai que lorsqu'un comédien vous reproche « Dites donc, il n'y a rien dans les journaux », il veut parler de celui ou des deux que lui lit. Vous pouvez lui en citer 15 autres, vous ne le convaincrez pas. Fort de cette expérience, notre chef de publicité Gattari parsemait d'affiches publicitaires le chemin qui me conduisait de chez moi au bureau. Mais les chiffres étaient là pour me renseigner. Il manquait des affiches dans d'autres quartiers. Ce sont eux encore qui me disent ceci. À Paris, l'usage est de dépenser des fortunes énormes en publicité. À Bruxelles, presque rien. Pourtant, les démarrages sont identiques en proportion, quelquefois meilleures. Les chiffres nous invitent à être raisonnables. Tout film doit avoir un pourcentage de publicité normal par rapport à ses possibilités de recettes. Si le film révèle un potentiel inattendu, inespéré de recettes, il est de nature à se charger seul de sa publicité. On reproche fréquemment au cinéma dans son ensemble de faire une publicité banale et sans force, et de citer des pubs à impact très fort, comme par exemple celle de la Régie Renault. Je ne le nie pas du tout. J'admire quelques excellentes campagnes publicitaires, mais le cinéma est un produit marginal. Une société comme Renault a une équipe à demeure et si beaucoup de maquettes sont abandonnées, une seule amortira le coût de ce bureau d'études pour un long battage publicitaire. Ce n'est pas notre cas. Un budget annuel servira 6-7 films, par conséquent 6 ou 7 produits différents pour un temps très bref et dans des délais très courts. Je reconnais que je n'ai pas déniché de publicitaire de génie dans notre domaine. Sans doute est-ce impossible. Le lancement d'un film est une œuvre d'imagination qui demande en plus de rare qualité pour le vendre comme un produit de consommation. J'ai renoncé à mettre en cage un homme pourvu de qualité d'auteur, d'une spécialisation commerciale qui puisse se renouveler et tout contrôler dans des domaines aussi divers. Je dois m'adresser à différentes maisons dont certaines font un assez bon travail. Pour les affiches par exemple, rien n'est simple. On a mis plusieurs équipes en concurrence, on a choisi un projet, on l'a modifié, on fait une projection privée du film et les réactions de nos invités font apparaître de nouveaux prolongements que l'affiche n'exprime pas, on recommence. Bien rares sont les affiches qui soient tout à fait satisfaisantes, vraiment. Certains dessinateurs ont même le chic pour me mettre hors de moi. Ils débarquent dans mon bureau avec leur travail et me l'étalent sous le nez. Mais si j'ai le malheur de faire la grimace, ils se lancent dans des discours pour m'expliquer les tenants et les aboutissants de leur projet. Un jour excédé, j'ai dit à l'un d'eux « Maintenant j'ai enfin compris, bravo, allez vous planter sous chacune de vos affiches pour donner aux passants toutes ces explications. » Je suis sûr que bien des gens connaissent ces mêmes difficultés pour lancer une marque de riz, mais je ne pense pas que pour afficher leur riz, ils soient englués dans une jungle d'obligations publicitaires. Les affiches sont de plus en plus mauvaises parce que les contrats publicitaires sont de plus en plus ridicules. L'affiche de mon oncle était très belle. On y lisait « Tati dans Mon oncle ». L'affiche du condamné mentionnait « Un film de Robert Bresson. Un condamné à mort s'est échappé ». Puis en petits caractères « Adaptation et dialogue de Robert Bresson » et minuscule « D'après le récit d'André de Vigny ». C'est tout. De cette façon, on peut obtenir des affiches chocs. On peut laisser libre cours au talent du dessinateur. Comment espérer quelque chose d'attirant quand le dessin doit serpenter entre des lignes et des lignes de texte ? Sur les problèmes d'affichage et sur la vanité des vedettes, on pourrait écrire des pages, mais elles se ressembleraient toutes. Mademoiselle Untel veut être devant Monsieur Truc, qui ne peut pas accepter de passer derrière Madame Chose. Il est arrivé que des films ne se fassent jamais, faute d'avoir trouvé la solution. J'ai découvert ces abysses avec stupeur en distribuant mon premier film en 1945. J'ai été ahuri de voir une vedette entrer dans mon bureau avec un centimètre pour mesurer les lettres. Tout de suite après, c'était « Les gueux au paradis », qui réunissait Rému et Fernandel. J'aurais dû prévoir les difficultés qui s'amoncelaient sur ma tête, mais naïf, j'en ignorais tout. Et en fait, tout a commencé dans la décontraction. Rému me disait
Je m'en fiche, si vous mettez Fernandel en gros et Rému en tout petit. C'est encore Rému qui fera la tête d'affiche. Faites comme vous voudrez, me déclarait Fernandel. C'est tout de même Fernandel qui se remarquera. Malgré ces certitudes, très peu après, ils en étaient à sortir le couteau. J'ai mis les deux noms sur la même ligne. Un coup de veine qu'ils ne se soient plus appelés Fernand, Joseph, Désiré, Contandin et Jules Désiré Murer. Je crois qu'ils l'ont regretté, cela leur aurait permis de continuer la lutte. Ma solution, qui aurait dû contenter tout le monde, ne contentait personne. Pour les affiches, il est classique de s'en tirer avec un cadre, un tel ou avec « et machin ». Encore faut-il n'avoir pas signé à machin le droit d'être au-dessus du titre. Avec son bel humour, Saturnin m'a dit, hochant la tête en lisant notre distribution, « Mettez donc « mais Saturnin Fabre ». Peu de comédiens ayant droit à la première place accepteront par courtoisie de laisser passer une femme avant eux. Certains veulent être à gauche, pas à droite. On lit les demandes ahurissantes. Par exemple, les couleurs les plus favorisées. J'aimerais qu'on m'explique quelle est la couleur la plus favorisée. Enfin, les seconds rôles, qui ont un seul jour tâté du au-dessus du titre, ne veulent plus en descendre, du style ne plus jamais tourner. Le cerveau a réellement failli capoter en cours de route à cause des exigences et de la mauvaise foi de M. Niven. Nous nous étions mis d'accord pour deux affichages différents. En France, Belgique et Suisse, on lirait Belmondo, Bourvil, David Niven, Eli Wallach. Dans le reste du monde, David Niven, Belmondo, Bourvil, Eli Wallach. Le film déjà bien entamé, le contrat de Niven n'était pas rentré avec sa signature et je sentais une odeur bien connue dans notre métier qu'Audiard appellerait d'entourloupe. En effet, Niven a désavoué son agent et réclamé d'être en tête d'affiche pour la Suisse. Il habitait la Suisse. Au faute de quoi il ne viendrait pas tourner. Bourvil a accepté immédiatement de nous sortir de la situation inextricable où la malhonnêteté de Niven nous mettait. Puis Belmondo a eu cette élégance. C'est la seule fois de ma vie où j'ai cédé à un chantage, et c'est une chose horrible. Nous avons fait des clichés de presse supplémentaires où, aucun nom n'étant mentionné, on ne pouvait nous forcer à aucune préséance. On y voyait dessiner humoristiquement un Belmondo et un Bourvil avec des bulles où on lisait « On s'est bien amusé en tournant le cerveau ». Depuis le début, le contrat de Niven comportait une clause à l'américaine stipulant que son nom devait être de la taille du titre. Mais comme les quatre vedettes et Gérard Houry devaient avoir les mêmes lettres, on ne lisait plus rien du tout. Nous avons commencé notre affiche par un slogan qui disait « Tout est grand dans le cerveau », en caractère énorme. Les vedettes, la mise en scène et les éclats de rire. Si bien que nous avons pu utiliser de plus petites lettres pour titrer le film, plus bas, précédé des 5 noms de la même taille comme notre contrat l'exigeait. C'est assez imbécile. Tout ceci ne veut rien dire. Avons-nous en tête, nous producteurs, de payer si cher des vedettes dont le nom attire le public pour les cacher sur nos affiches? Et de même sur nos façades. Là aussi, les contrats sont devenus de plus en plus draconiens, de plus en plus compliqués et souvent de plus en plus ridicules. D'autant qu'ils ne sont respectés que sur les Champs-Élysées. En province, les directeurs affichent qui va faire entrer leurs clients dans leur salle. Pierre Dupont, qui vient d'acheter une maison dans la ville, ou Marie Durand, qui va épouser leur député, n'ont-ils pas raison? Sans aller si loin dans un cinéma des Ternes où nous sortions la poison, nous avons vu une façade qui ne mentionnait ni Sacha Guitry ni Michel Simon, mais Pauline Carton dans la poison. Nous faisons bien une réclamation, mais la semaine est écoulée et le film quitte l'affiche. Comme toujours, ce sont les plus grands qui sont les plus conciliants. Je viens de citer Bourvil et Belmondo. Freinet a souvent laissé passer devant lui sa partenaire féminine. Louis de Funès n'a jamais demandé que l'on changeât le Bourvil de Funès de leur début, quand bien même il était devenu une vedette plus importante, et pas non plus d'être jamais avant Jean Marais dans aucun de nos 3 Fantomas. Cette folie collective est contagieuse. Nous sommes tenus, pour la taille des lettres, à des pourcentages par rapport aux plus privilégiés. Nous avons des acteurs à 80%, d'autres à 60 ou à 50. Donc si vous mettez une vedette sur un cliché et que vous avez quelqu'un à 60%, mais qui normalement, vous n'avez plus de place, alors vous êtes obligé de mettre le premier grand comme ça pour que l'autre soit plus petit. Mais, et vous comprenez pourquoi je dis que ce n'est pas simple pour nos maquettistes, et pourquoi je lis dans leur regard qu'ils préféreraient voir assis derrière mon bureau un promoteur de roulement à billes. Cette fois, on est vraiment très en retard. Un nouvel affichiste apporte un meilleur projet. Et c'est à ce moment-là que le film change de titre. Pour faire une bonne affiche, il faudrait d'abord savoir quoi écrire dessus. Il arrive parfois qu'on commence un film qui a un titre. Je veux dire un titre évident, qui va lui rester. Mais c'est un bonheur trop rare, et dès lors c'est la corrida.
Dieu sait si un bon titre est un moyen de promotion important, capital. Un de nos représentants proposait ses films à un petit exploitant de province. La caissière, sa maîtresse, l'aidait dans son choix. Et de temps en temps, le môme de la caissière, un enfant de 12 ans, faisait « Cavalier noir !»« Ça doit être Bat !»« Je prends !» disait l'exploitant. D'une façon moins primaire, le public ne réagit-il pas bien souvent comme ce petit garçon? Le titre, c'est le problème. C'est notre première pub, et celle sur laquelle on peine le plus. Il y a des titres qui sont déterminants pour la carrière d'un film, qui donnent envie d'aller le voir, comme certains titres de romans donnent envie d'acheter le livre. Mais pourquoi? On ne sait pas. À nous les petites Anglaises était un titre formidable, Diabolomante aussi. J'avais envie d'aller voir Diabolomante, mais qu'on ne me demande pas pourquoi. Avec Inspecteur la bavure associé à Coluche, il ne servait à rien d'ajouter autre chose. La publicité était faite. Et cela soulève la question des titres qui servent la vedette, tandis que la vedette sert le titre, chacun valorisant l'autre. Annie Girardot collait à Dr Françoise Gaillard, Romy Schneider à la banquière, Bourvil à un drôle de paroissien. René Château, le publicitaire, a su tenir bon pour nous persuader de garder flics ou voyous, que nous voulions tous abandonner. Tout le monde est d'accord pour décréter qu'il y a de bons titres et de mauvais titres. Mais la chose en reste là. Qu'est-ce qu'un bon titre? On a tendance a posteriori à trouver bon le titre d'un film qui a eu du succès. On espère que le titre va tirer le film, mais n'est-ce pas parfois le contraire? Tout le monde a trouvé Les Tontons Flingueurs un titre épouvantable. Après, j'ai entendu dire qu'il était épatant. Électre n'est pas un bon titre, m'écrivait Jean Giono, quand on cherchait à changer un roi sans divertissement. On dirait une réclame pour l'EDF. Pour finir, un roi sans divertissement est resté. Je pense que Giono le souhaitait, et c'était une raison suffisante, mais souvent si personne ne pense garder le titre provisoire, on s'y habitue tout simplement, on finit par le trouver pas si mal que ça, et si le film triomphe, on pense, comme ça a été le cas pour La Chèvre, que c'était une fichue bonne idée. Un bon titre. J'ai osé formuler une règle, ne pas le dissocier de sa vedette. Je la retire tout de suite, combien d'exemples m'apporteraient un démenti? Le titre est bon quand il arrive à point nommé. Je n'ai pas apprécié le titre et la tendresse, bordel. Le film non plus d'ailleurs. J'avais tort. Dans l'état d'esprit de ce moment-là, il était très racoleur. 2 ans plus tôt, 2 ans plus tard, il n'aurait pas fonctionné. À une toute autre époque, nous avions été dans le vent de la mode avec Les Pirates de la Manche, dont le titre anglais, The Man Within, n'était pas très excitant. Les pirates étaient tout aussi absents de ce film que la Manche. Un seul client s'en est un jour étonné auprès d'un directeur de salle. Je suis fier d'avoir trouvé noblesse oblige pour venir en aide à ce beau film sur le titre duquel nous avions souffert longtemps. Il s'appelait Kind Hearth on Coronets. Et ces jolis cœurs et couronnes ne nous inspiraient ni les uns ni les autres. J'ai eu quelquefois de la chance dans mes intuitions. Combien de fois me suis-je trompé? Un bon titre. Nous avons tout essayé. Des sortes de tables rondes avec l'ensemble du personnel de la maison, des concours publics avec l'appui de la presse. Nous avons demandé leur participation à des gens réputés, imaginatifs, intelligents. Ce sont généralement ceux-là qui proposent les titres les plus stupides. Nous finissons par nous retrouver entre nous, les auteurs, le réalisateur et les divers publicitaires. Lorsque nous avons un titre définitif, des affiches acceptables et à supposer que nous soyons dans les temps pour que les emplacements prohibitifs que nous avons réservés soient encore libres, nous essayons aussi une publicité plus originale et c'est une surenchère d'idées qui s'évente au fur et à mesure. Nous avons été les premiers à utiliser les autobus pour les casse-pieds. Nous n'avons presque rien payé parce que c'était une publicité. Pour cette publicité. Avec Robin des Bois, nous avons tenté pour la première fois les vitrines des grands magasins. Je viens de parler des années 50, en 1980, pour la Boom. Outre une collaboration avec la presse jeune comme Salut les copains, OK Magazine ou 20 ans, nous avons édité des cartes postales que distribuaient à la sortie des lycées des gars sur des motos, que les jeunes évidemment admiraient beaucoup. Il y a eu les abribus Deco, déjà banalisés et hors de prix. Il est évident qu'il faut s'appeler Coluche pour faire n'importe quoi devant les téléspectateurs afin de lancer son film jusqu'à se prétendre candidat au présidentiel. C'est de l'inédit, je le reconnais. La promotion de films aujourd'hui, comme hier, rencontre un soutien important avec la radio. La radio qui cueille la ménagère quand elle s'ennuie dans sa cuisine, le mari dans les embouteillages, juste au moment de choisir un spectacle, est un appui précieux. Et bien sûr, la télévision. La télévision, qui touche tant de personnes à la fois, a tout naturellement paru le moyen le plus efficace pour promouvoir un film. Nous attendons une invitation pour notre metteur en scène ou nos vedettes.
Cela se fait de façon presque automatique parce que beaucoup d'émissions se nourrissent d'actualités cinématographiques et que le public est intéressé par les visages qu'il voit peu sans ces occasions. Je dis bien qu'il voit peu. Le piège est que trop d'émissions souhaitent accueillir ces personnalités du cinéma. Je suis navré si je vois les vedettes de notre film apparaître partout sur ces petits écrans toute la semaine qui précède la sortie. J'aimerais sélectionner quelques émissions bien ciblées. Tout le monde sait que la télévision use les têtes. Les Français particulièrement, avec leur goût du paradoxe et de la nouveauté, sont dangereux. Qu'il y ait un mariage princier, des obsèques nationales et l'afflux des reportages font prendre en grippe la personne qu'on a dessein de louer. Je pense qu'il en est de même en politique et que les votes vont plus facilement vers un visage qui s'est fait rare au petit écran. Je suis certain en tout cas que c'est vrai pour le cinéma. Un autre écueil pour enrichir l'émission, il est de mise d'accompagner la venue d'un metteur en scène des meilleures séquences de tous ses films passés. Ce pot pourri sera bien sûr éblouissant et le nouveau-né, qui doit affronter le verdict du public après ses hauts sommets, ne pourra, si bon qu'il soit, soutenir la comparaison avec lui. Il décevra. Le réalisateur aide souvent la télévision à se procurer ces extraits prestigieux avec une parfaite inconscience du danger qu'ils représentent pour lui. À propos d'extraits, combien est difficile le choix de celui du film à promouvoir. La scène représentative qui supporte d'être vue seule, sortie de son contexte, voilà quelque chose de délicat à trouver. Sa diffusion peut donner des résultats formidables ou catastrophiques. Il y eut un temps où les producteurs d'émissions demandaient à décider par eux-mêmes, mais leurs décisions ont trop souvent été prises à la hâte. Un exemple typique, il s'agissait de la gifle. Lino Ventura décide, pour faire plaisir à sa fille Isabelle Adjani, de recevoir celui qu'elle aime. Le garçon n'ose pas refuser cette invitation tant désirée, mais elle le surprend tandis qu'il termine un plantureux couscous chez des copains. La séquence choisie, faisant abstraction de la scène précédente, ne montrait que le dîner chez le père d'Isabelle. Résultat, ce passage très drôle, où on voyait le pauvre Francis Perrin s'efforcer de faire bonne figure devant les pattes de son futur beau-père, ne voulait plus rien dire. Ceci n'a pas eu d'importance. Le film avait obtenu le prix de Luc, et il avait déjà un énorme succès. Néanmoins, ce jour-là, nous avons pris la décision de refuser tout extrait que nous n'aurions pas choisi nous-mêmes. Ce n'est pas facile. Donner les meilleures choses déflore le film. En donner de moins réussis, naturellement, à proscrire. Si plusieurs émissions passent le même extrait, ça lasse. Et s'il y en a beaucoup de différents, on entend « ce n'est pas la peine de se déranger, on a presque tout vu ». Bien sûr, le problème de la publicité au cinéma est sans solution. Si vous n'en avez pas fait beaucoup et que le film ne marche pas, vous vous dites qu'il aurait peut-être marché si vous en aviez fait plus. Pour ne pas se faire de reproches à soi-même, on dépasse ce qu'il serait honnête de faire. Je pense qu'en réalité, on ne modifie pas grand-chose. Tout film dispose dès son départ d'un potentiel d'exploitation. C'est un phénomène curieux sans doute, mais je l'ai maintenant trop souvent constaté pour en douter. Tout est curieux dans notre métier. Par exemple, la fameuse équation du théâtre à moitié plein et du théâtre à moitié vide. Prenez une pièce qui fait un demi-succès dans une salle de 1200 places. Déplacez-la dans une salle moitié moins grande. Vous ferez le plein tous les soirs. Pas du tout. Dans une salle de 600 places, elle fera 300 entrées. Vous avez une pièce à 50%. Il faut vous y résigner. C'est assez étrange tout de même. Pour le cinéma, c'est absolument pareil. On retirait un film du Gaumont Palace avec ses 5000 places, alors qu'on refusait 1000 personnes de la file d'attente, on le mettait dans une salle de 900 places. On devrait refuser près de 5000 clients? Pas du tout. C'est 350 personnes qui restaient sur le trottoir. La file d'attente est toujours proportionnelle au nombre de places disponibles. Et cela sans appel. Depuis toujours. C'est absolument incompréhensible, mais c'est comme ça. J'utilise la publicité évidemment, mais je ne crois pas que ce soit l'arme absolue. Crocodile Dundee est un film charmant sans plus, qui a battu des records d'entrée sans jamais avoir eu de publicité nulle part. Inversement, quand un film ne fonctionne pas, toute la publicité du monde n'y changera rien. Je me souviens que Philippe Noiret avait obtenu le César du meilleur acteur et avait donc eu la vedette à cette émission fabuleusement suivie. Le lendemain, il est invité à la télévision. Il parle d'un autre de ses films qui vient de sortir. Il s'adresse au public, là, en face, plein de talent et de foi. « Allez voir mon film, il ne marche pas très bien, mais ce n'est pas juste parce qu'il est très bon et que vous vous amuserez. » Il n'y a pas eu un spectateur de plus, pas un. Si vous vérifiez les chiffres, la recette du lundi et des jours suivants, vous lisez en clair que ni le César, ni la télévision, ni la gentillesse de Noiret, rien n'a changé à rien. En somme, conclusion, toujours la même. Le cinéma est une industrie faite de réalités concrètes et de statistiques précises et qui obéit aux règles de l'art, c'est-à-dire à l'impondérable. 13.
La folie des grandeurs. L'image que la plupart des gens se font d'un producteur est celle d'un potentat plus ou moins atteint de la folie des grandeurs. La figure des grands moguls hollywoodiens des années 20 n'est pas étrangère à cette légende tenace. Mais il y a plus d'un demi-siècle que leur ère est terminée. Cependant, je rencontre toujours des gens qui confondent un producteur avec un commanditaire. Un jour, j'arrive pour signer un papier chez mon notaire, un homme charmant et fort intelligent. Il m'accueille par « J'ai vu votre film hier, très mauvais ». Et comme je préférais m'occuper de mon dossier, « Ah, dites donc, ma femme a détesté ça aussi. Comment ça s'appelle déjà ? Voyons, si, la... » Pour me débarrasser de la question, j'ai dit « Marguerite de la nuit ». « Ah oui, voilà, pas bon, hein ?» Et comme je restais muet, il a ajouté « Vous l'avez vu ?» À force de rencontrer un producteur dans des salles de projection ou bien inactif sur un plateau de tournage, on peut, je le reconnais, se poser des questions sur ses activités et sur son utilité. Un de mes petits garçons avait résumé la question en répondant à la stupide question à laquelle les pauvres gosses n'échappent pas. « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Il n'avait pas 6 ans. « Je ne ferai rien, comme papa. » Après avoir beaucoup hésité, je me suis décidé à écrire ce long chapitre ingrat et didactique pour les personnes qui me demandent en quoi consiste mon métier. Que toutes celles qui le savent ou bien qui s'en moquent aient la gentillesse de le sauter. J'ai été fort surpris du bon accueil que le grand public a réservé à la série Les Producteurs, où on a interviewé pour la télévision un certain nombre de représentants de notre corporation et de l'intérêt qu'elle a suscité. La plupart des gens ont été très étonnés d'apprendre qu'un producteur est un maître d'œuvre présent depuis le choix du scénario jusqu'à la fin de l'exploitation, c'est-à-dire avant tout le monde et puis seul après tout le monde pour continuer à veiller sur le film. Impossible en tout cas d'enlever à qui que ce soit l'idée qu'un producteur est un Crésus. Pourtant j'ai rencontré des comédiens riches, mais je ne connais pratiquement que des producteurs ruinés. J'ai même pensé à intituler ces quelques souvenirs « 40 ans sans faillite », mais je suis superstitieux et on ne sait jamais. C'est qu'un producteur n'est jamais satisfait. Il ne se contente pas d'un succès, il ne se console pas d'un échec, il remet constamment sa mise sur la table. Gagner de l'argent, oui, pour pouvoir recommencer. Une seule chose l'arrête, la galipette finale. Car un échec peut se rattraper, 2, c'est difficile. Aux USA, il suffit d'une réussite sur 6 pour garder la tête hors de l'eau. Avec la raréfaction des pays où on parle le français, il nous faut à nous au moins un gros succès sur 3 films pour qu'une carrière continue. Il existe des producteurs amateurs qui considèrent ce métier comme une tombola et font n'importe quoi en priant la dame de pique de leur faire toucher le gros lot. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent avec un film, mais je sais avec quoi et dans quelles conditions on est assuré d'en perdre. Toujours les chiffres. Un bon entrepreneur étudie non seulement les devis avant de commencer son immeuble, il s'assure qu'ils n'ont pas été établis par des gens incompétents, malhonnêtes ou légers, mais aussi il se renseigne sérieusement sur le marché en cours pour supputer ses chances de vendre ses appartements et à quel prix. Quelque part dans sa tête, le producteur gardera toujours cette petite folie qui sommeille en chaque joueur, mais cela doit rester dans une fourchette comprise entre 2 marges de sécurité. Voilà la définition que je donnerais du producteur, un chef d'entreprise sérieux qui aurait l'esprit d'un joueur. Donc il faut monter un film. Je dis un film. Combien de fois ai-je entendu monter une affaire ? Et cette expression m'a toujours hérissé le poil. On vous parle aussi d'une bonne opération. Mais il s'agit toujours d'opération au pluriel. Avoir des noms, telle vedette n'est pas vraiment le personnage, mais elle se vend bien dans tel ou tel territoire. Alors on aura telle coproduction étrangère. Un tel serait tout à fait bien, mais il va me faire perdre l'avance distributeur, tandis que de telle façon, je suis couvert au maximum. De tel en tel, ce producteur fait son affaire. Il va toucher ses frais généraux. Il est admis qu'un producteur touche 7% de son devis pour frais généraux. Pour des grosses maisons comme Gaumont, c'est juste suffisant. Certains producteurs indépendants y incluent pas mal de choses. Ce producteur fait son affaire. Il va toucher ses frais généraux, peut-être même un salaire, et si le film ne marche pas, il perdra en tout cas très peu d'argent. Ce sont ces producteurs-là qui, tout au long de ma carrière, ont essayé de me voler mes affaires faites. La plupart de mes auteurs et de mes réalisateurs haussaient les épaules. J'en ai vu succomber un, et c'est ainsi que Le Clan des Siciliens, film préparé, acteur choisi, déménage à un jour de nos bureaux à la surprise générale. L'un de ceux-là demandait un jour à Robert Hossein « Tu les fais, tes espions ?»« Oui. »« Avec Poiret, je te donne le double. »« Non, Poiret ne le fait pas. »
Ah bon? Silence. Moi non plus. Et le surlendemain, on me dit que Poiret fait ton film, puisque je te dis que je te donne le mieux. Mais Robert a fait La Nuit des espions pour Gaumont.